Alors donc, pour commencer, nous allons, je vais laisser la parole. Alors, qui est-ce qui introduit? Monsieur Santenac, peut-être, qui va commencer l'introduction? Et puis, Très bien. ensuite, les autres collègues des douanes. Alors, bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'avoir répondu très nombreux à cette invitation de la CCIM, hein, puisque j'ai fait défiler un petit peu la frise là en haut de l'écran, et je m'aperçois qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées, puis parfois même connectées à plusieurs au même endroit. Donc, c'est un sujet qui manifestement intéresse, voire passionne, qui est celui donc de la généralisation de l'autoliquidation de la TVA intracommunautaire. Cette généralisation donc, qui a démarré au 1er janvier 2022. Puisqu'on parle de généralisation, ça veut dire que cette autoliquidation existait déjà, hein, mais que désormais, elle devient une obligation et qu'elle implique notamment un transfert de la gestion et du recouvrement de cette autoliquidation et des régimes fiscaux suspensifs de la douane vers les impôts. Alors, juste pour poser quelques éléments de perspective, simplement vous indiquer que la douane, historiquement, exerce 3 missions, qui sont la mission économique, celle que nous sommes précisément en train d'exercer là, en vous conseillant, en vous informant, une mission fiscale qui consiste à percevoir des droits et taxes, et une mission de lutte contre la fraude, qui est la mission la plus connue du grand public dès qu'il y a une saisie de produits stupéfiants, par exemple, et quel est le fait de la douane. En général, on dresse l'oreille. Donc, la douane, en fait, est en train progressivement de transférer sa mission fiscale pour se recentrer sur son cœur de métier. Ce sont des arbitrages ministériels. Et donc, la douane, à terme, sera l'administration de la frontière et des marchandises. Et donc, c'est dans ce cadre-là, pour que vous ayez une vision un petit peu plus panoramique de ce qui est en train de se passer, que l'autoliquidation de la TVA intracommunautaire est généralisée et qu'elle est transmise à nos camarades des impôts. Donc, je salue M. Brasciano, j'ai cru voir aussi M. Bérigaud, qui, pour que l'exercice soit parfaitement bénéfique, se devait d'être présent, puisque c'est une communication nécessairement collective que nous devons faire aujourd'hui, en vous présentant d'abord des supports type PowerPoint, chacun pour ce qui le concerne, hein, donc Madame Etinoff dans un premier temps et Monsieur Brasciano dans un second. Et ensuite, bien évidemment, nous serons totalement à votre disposition pour répondre aux questions, soit en temps réel, soit a posteriori s'il y en a vraiment beaucoup. Étant entendu, et j'en profite et je cède ensuite la parole de bonne grâce à Madame Etinoff, que pour ceux que ça intéresse, nous ferons également assez rapidement une réunion Flash Douane sur une thématique qui est celle de l'octroi de mer, qui en général ne laisse pas non plus indifférent. Donc, merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent webinaire et je passe tout de suite la parole à Madame Etinoff. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation de la généralisation de l'autoliquidation à la TVA. Vous m'entendez? Tu m'entends, Jérôme? Oui, oui, très bien, pas de souci. Oui, d'accord. Et donc, notamment les impacts que vous rencontrerez en matière douanière. Donc, je vais déjà partager mon écran, comme ça vous verrez. Voilà. Suite au transfert de certaines missions fiscales, dont celle de la TVA, sur les biens importés, je dis bien la TVA sur les biens importés, le cadre légal du dispositif de l'autoliquidation de la TVA a évolué et son périmètre s'est élargi à toute opération imposable à la TVA, que ces opérations soient taxées ou non taxées. Donc, nous allons vous décliner le principe de la réforme et ses impacts en matière de dédouanement. Donc, on va commencer par un petit rappel avec ce que c'est qu'une notion de territoire fiscal, territoire douanier, la fiscalité des biens importés. On verra les principes de la réforme de la TVA, donc TVA à l'importation, les impacts en matière douanière
et puis les sources documentaires qui sont à votre disposition qui ont été mises à votre disposition par l'administration des douanes. Donc, deux notions, territoire douanier et territoire fiscal, donc vous devez déjà les connaître, mais c'est toujours aussi bien de les rappeler parce que ça va situer la fiscalité qui est applicable dans les départements d'outre-mer. Donc, la notion de territoire douanier, elle est prévue, si vous voulez, à l'article 4 du Code des douanes de l'Union. Donc, à ce titre-là, la Martinique fait partie du territoire douanier de l'Union, ce qui implique que l'application de la réglementation communautaire liée aux importations dans les DOM doit présenter toutes les garanties réglementaires qui sont demandées à l'instar de ce qui se fait dans tous les autres pays de la communauté. Au sens de la TVA, la Martinique, comme tous les autres DOM également, est au même titre que les pays tiers considérés comme territoire d'exportation par rapport à la France hexagonale et aux autres pays de l'Union européenne. C'est l'article 294.2 du Code général des impôts qui le prévoit. Donc, cette fiscalité particulière implique d'imposer aux marchandises qui rentrent sur le territoire local des taxes d'octroi de mer, un octroi de mer qu'on dit externe et un octroi de mer régional également, quelle que soit la provenance de la marchandise. On a également l'application d'une TVA différenciée, c'est-à-dire que on ne répond pas à la directive de 2006, nous avons une TVA qui nous est propre et notamment, vous verrez que déjà dans le taux de TVA qui nous est appliqué, ça différencie de celui applicable en métropole. Donc, en fonction de la réglementation qui est liée au couple produit-pays, les biens importés supportent des droits et taxes perçus par la douane lors de leurs importations. Donc, généralement, si c'est une marchandise qui vient d'un pays tiers, vous aurez des droits de douane qui sont applicables en fonction de la codification du bien et du pays d'origine, un taux normal de TVA à 8,5% et un taux réduit à 2,10%, un taux d'octroi de mer qui varie en fonction de la codification des biens et qui peut partir de 2 à 50% de la valeur de la marchandise, un taux d'octroi de mer externe régional à 2,5% qui ne bouge pas beaucoup, et puis également d'autres taxes comme les droits anti-dumping, selon la politique commerciale que met l'Union européenne en place pour protéger ses producteurs, des taxes fiscales affectées qui sont des taxes qui sont collectées au bénéfice de certaines industries, et puis aussi des droits de port, par exemple, si la marchandise arrive par le flux maritime. Depuis le 1er janvier 2002, il y a eu le transfert de la gestion et du recouvrement de la TVA et les sorties des régimes suspensifs taxés et non taxés de la douane, comme vous a dit M. Santenac, vers la DGFiP. La conséquence, c'est que la perception de la TVA sur les importations est faite dorénavant par la DGFiP pour tout opérateur assujetti ou non assujetti identifié à la TVA. Cette notion identifiée à la TVA est très importante et vous le verrez, et je pense que nos collègues des impôts vous l'expliquera. L'autoliquidation donc de la TVA à l'importation devient obligatoire et automatique pour tout redevable identifié à la TVA en France. Seuls les non assujettis, non identifiés, continuent à payer la TVA auprès de la douane. Donc, sont visées ici par ce dispositif d'autoliquidation toutes les opérations d'importation et de sortie de régime suspensif imposables à la TVA en France, qu'elles soient taxables ou non taxables. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'opérateur avait deux possibilités pour payer sa TVA lors de son importation. Soit lors de la mise à la consommation sur la déclaration en douane, ou lors du dépôt de sa CA3 mensuelle ou trimestrielle auprès de la DGFiP pour les seuls bénéficiaires d'une autorisation d'autoliquidation à la TVA. C'est vrai que ce dispositif n'est pas nouveau. Il est applicable depuis 2016 suite à la modification de l'article 1695 du Code général des impôts. Pour nous, en matière douanière, dans un souci d'optimisation des opérations douanières, cette procédure était proposée aux importateurs par nos services sous certaines conditions.
À titre d'information, nous avions 93 opérateurs qui bénéficiaient d'une autorisation d'autoliquidation à la TVA ici. Depuis le 1er janvier 2022, cette procédure, ce dispositif qui était lié à une autorisation ne l'est plus. Elle a été... donc, on assiste à la généralisation de ce système, de cette procédure. Donc, la TVA n'est plus perçue sur le DAU d'importation pour une majeure partie des redevables. Le mécanisme de déclaration paiement simultané est obligatoire sur la déclaration de TVA, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle, pour tout opérateur assujetti ou non assujetti identifié à la TVA. Il faut pour cela détenir au préalable un identifiant du numéro de TVA intracommunautaire auprès de la DGFiP. Donc, en clair, tout assujetti ou non assujetti identifié à la TVA devra payer cette taxe auprès de la DGFiP. Les redevables, quel que soit leur lieu d'établissement ou leur régime d'imposition, qui souhaitent réaliser des opérations d'importation en France, doivent veiller à leur identification préalable auprès des services fiscaux. Les opérateurs donc doivent se rapprocher des services des impôts des entreprises, SIE, aux fins de l'attribution de numéros de TVA intracommunautaire français et de l'option, et vous le verrez plus tard, pour le régime réel normal d'imposition. Au cas particulier, les établissements, les entreprises établies dans les départements d'outre-mer ont normalement obtenu un numéro de TVA intracommunautaire français par les services de la DGFiP. Je fais un petit rappel parce qu'il y a eu certainement peut-être une confusion avec la détermination de TVA intracommunautaire. C'est vrai que ce numéro de TVA intracommunautaire était exigible uniquement dans les échanges intracommunautaires entre les 27 pays de l'Union pour le dépôt de la déclaration d'échange de biens, ce qu'on appelait la DEB, ce qu'on appelle la DEB encore, parce qu'elle existe encore. En notre qualité de territoire fiscal, les échanges sont matérialisés par le dépôt d'une déclaration en douane et nos entreprises n'avaient pas besoin de ce numéro. Donc maintenant, dans le cadre de la généralisation, on réclame ce numéro-là pour pouvoir identifier les opérateurs redevables de la TVA. Donc, le champ d'application de cette mesure. Quels sont les types de déclarations concernées? Uniquement les déclarations à l'importation, parce qu'il est évident que ça concerne la TVA et c'est une taxe qui n'est perçue qu'à l'importation dans le pays de mise à la consommation. Tous les supports sont concernés. Lorsqu'on parle de support, je parle des supports déclaratifs de dédouanement, que vous passiez par le fret express du delta X, que vous faites du fret traditionnel, le delta G, ou la petite dernière qui est sortie, c'est le delta H7, c'est pour les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 €. Les régimes concernés, ce sont des régimes de mise à la consommation parce qu'il s'agit ici de TVA et je vous ai dit que c'est une taxe qui est prévue dans le pays de consommation. En régime, pour ceux qui sont habitués avec les codifications, on sera dans du 40 ou du 49. Exclusion des régimes particuliers, sauf dans le cadre d'un régime de l'admission temporaire avec un code complémentaire D51, c'est-à-dire que vous avez une admission temporaire avec des droits de douane exonérés partiellement. Quand les droits de douane sont exonérés partiellement, la TVA est due et l'octroi de mer également. Et à ce moment-là, il va falloir, c'est concerné par l'autoliquidation. On a vu les supports déclaratifs. Maintenant, comment identifier les redevables de la TVA? Nous avons deux cas. Le redevable est assujetti et identifié à la TVA en France. Il dispose d'un numéro de TVA valide. Donc, dans la déclaration en douane Delta G et Delta X, dans la case 44 du DAU, on devra voir apparaître un code document, je dis bien un code document 1008. Ça signifie redevable identifié à la TVA en France, suivi du numéro de TVA du redevable. Sur l'application Delta H7, c'est la rubrique référence fiscale supplémentaire du DAU avec un code FR, suivi du numéro de TVA du redevable. L'identification du redevable est obligatoire dès le dépôt à la validation et lors de toute modification. Ça, c'est important, de toute modification de la déclaration en douane selon les modalités suivantes. Donc, le format de ce numéro se décline avec un FR
plus 11 caractères alphanumériques. Lorsque vous êtes dans la déclaration en douane, vous rentrez un code document 1008 et la référence va correspondre au numéro de TVA intracommunautaire. Un contrôle de la validité va s'exercer lors du dépôt de la déclaration et donc si le code est invalide, vous aurez un message d'erreur et vous ne pourrez pas valider votre vous ne pourrez pas valider votre déclaration en douane. Les opérateurs ou les représentants en douane enregistrés ont la possibilité de vérifier la validité du numéro de TVA intracommunautaire via une base sur le site Europa qui s'appelle VIES. Deuxième cas, donc je vous ai dit le cas où c'est un redevable assujetti identifié. Le deuxième cas, c'est le redevable, il est non assujetti et non identifié à la TVA en France. Donc, toujours à mentionner sur la case 44 de l'application Delta G ou X, vous aurez une mention spéciale G0008, que vous soyez en Delta G, X ou H7, pour dire que cet opérateur-là n'est pas concerné par l'autoliquidation de la TVA et la TVA sera payée au niveau de la douane. Quelles sont les conséquences sur la liquidation en douane? Donc, on va faire la différence entre les opérations taxables pour les redevables identifiés, je ne parle que pour les redevables identifiés à ce niveau-là, et les opérations non taxables. Lorsqu'un assujetti redevable est identifié comme tel au moyen du code document 1008, en case 44, on va donc voir les références de sa déclaration. Et dans le pavé de la liquidation, vous aurez un statut ATVA. Donc, vous saurez tout de suite que la TVA a été autoliquidée parce que vous aurez un bloc avec la codification de la TVA, le taux, l'assiette de taxation et dans la rubrique statut, vous avez la notion ATVA. Dans le cadre du pré-remplissage de la déclaration de TVA, la taxe continue d'être liquidée sur la déclaration en douane. Pour autant, celle-là n'est pas effective. Donc, il n'y aura aucune liquidation sur la déclaration en douane. Côté, par exemple, si vous avez un crédit d'enlèvement, elle ne sera pas imputée. Donc, les données que vous aurez sur cette déclaration-là devraient aller remplir votre déclaration de chiffre d'affaires au niveau des impôts. Pour les opérations non taxables, il va falloir continuer à faire comme vous faisiez, c'est donc déclarer toujours votre numéro d'identification. Et puis, si par exemple, vous aviez des marchandises qui n'étaient pas taxables au titre, par exemple, du 50 un des sièges ou d'une 52 des sièges, donc exonérées de TVA à l'importation, il va falloir continuer à solliciter CECANA qui exonère. Et à l'appui de la déclaration en douane, les éléments qui sont rentrés à cette date, je dis bien à cette date, les éléments qui sont rentrés pour des opérations non taxables ne sont pas reportés sur la déclaration de TVA. Voilà, c'est la seule différence. Donc, les assujettis redevables doivent ainsi reporter la base des opérations non taxables, mais de manière manuelle. Donc, opération taxable, il y aura un pré-remplissage, je vais y arriver. Opération non taxable, vous devrez compléter jusqu'à cette date. Hein. Il y aura certainement des modifications à venir, mais à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je vous ai mis, pour que vous ayez une idée du pavé 47 de la déclaration en douane. Vous voyez bien ici que vous avez une codification 1008 qui dit que c'est un opérateur identifié à la TVA. Vous voyez également que vous avez le code taxe A445, la base d'imposition, la quotité, le montant de TVA et le statut à TVA. Dans une opération non taxable, lorsque l'opérateur a sollicité le CANA V906 par exemple, pour être exonéré de TVA, dans la rubrique 47, il n'y a pas de notion à TVA, quand bien même vous avez la codification 20008. Donc, ça veut dire que ces éléments-là ne seront pas envoyés directement de Delta vers la plateforme de la DGFiP. Un petit point d'attention sur les demandes de rectification.
Parce que lorsque je vous ai dit tout à l'heure que toute modification, toute validation et toute modification d'une déclaration nécessite qu'on mette le numéro de TVA intracommunautaire. Parce que, si vous voulez, il va falloir faire attention lorsque l'opérateur ou le représentant en douane enregistré va faire une demande de rectification sur les déclarations qui ont été validées, notamment quand cette demande de rectification concerne l'assujettissement ou non à la TVA. Donc, les opérateurs sont donc tenus de procéder à la rectification, le cas échéant à l'invalidation et au dépôt d'une nouvelle déclaration quand c'est utile. Lors de la rectification, lorsque la rectification, il va falloir relever deux notions. Lorsque la rectification est faite avant la journée comptable et après la journée comptable. Et lorsque nous sommes dans une déclaration simplifiée, c'est avant la validation de la DCG et après la validation de la DCG. Après la journée comptable, les opérateurs devront, je dis bien les opérateurs, ce n'est plus les RDE qui vont le faire, les opérateurs qui déposent des déclarations de CA3, s'il y a eu une régularisation, s'il y a eu une rectification de la déclaration en douane, il y a une régularisation qui devra se faire au niveau de la DGFIP pour les éléments qui vont aller remplir cette déclaration trimestrielle ou mensuelle auprès de la DGFIP. Après la validation de la déclaration globale, si jamais vous êtes un opérateur qui valide des déclarations en deux temps, c'est-à-dire que vous avez des DSI et puis sur une période de globalisation, vous avez le dépôt d'une déclaration complémentaire globale. Si la rectification est demandée après la validation de la DCG, des régularisations seront à faire au niveau de la DGFIP. Je vous ai mis derrière les différents cas à différents moments d'intervention de la modification et selon que vous soyez un assujetti ou un non assujetti ou que vous êtes trompé sur le code de l'assujetti. Donc, ces tableaux-là, je ne vais pas les commenter puisque je vous les ai mis à titre d'information. Vous allez les retrouver dans le BOD qui a été distribué à tous les opérateurs. C'est le BOD 7440 et qui est en ligne sur le site Internet de la douane. Et vous verrez tous les cas de figure lorsque soit le RDE, soit l'opérateur lui-même qui a une convention de Delta doit rectifier une déclaration. Quelles sont les démarches que l'opérateur devra faire? Donc, les RDE, quand vous faites des rectifications, vous pensez, s'il vous plaît, je pense que vous le faites et que c'est déjà une habitude, à faire un compte rendu pour les opérateurs pour qu'ils sachent la date à laquelle les déclarations ont été rectifiées et puis les différents montants qu'ils auront à reporter sur leur déclaration de TVA. Donc, vous avez deux tableaux bien remplis qui vont vous aider dans ces cas-là. Donc, je vous rappelle, ce sont des tableaux issus du BOD, du bulletin d'officiel des douanes, qui est à la disposition de chaque opérateur. La généralisation de la TVA, le transfert de cette mission de recouvrement et de gestion de la TVA a aussi des impacts sur les régimes suspensifs. Donc, les régimes suspensifs fiscaux permettent à des opérateurs de réaliser certaines opérations à l'importation et à l'exportation également, en suspension de TVA et pour les départements d'outre-mer, en suspension d'octroi de mer. Depuis le 1er janvier, la gestion de ces régimes est assurée dans le cadre du transfert de la TVA par la DGFIP. Donc, sauf pour Guyane et Mayotte, je le mets quand même parce que si jamais on a des opérateurs de Guyane qui sont en ligne, qu'ils sachent que le transfert des RFS n'est pas effectif au niveau de la DGFIP. Donc, lorsque vous aurez une déclaration qui va rentrer sur un régime fiscal suspensif, si vous êtes déjà détenteur d'une autorisation, il va falloir vous rapprocher de la DGFIP pour connaître la gestion. En attendant, vous pourrez toujours continuer à placer sous ce régime côté douane avec certaines modalités qui ont un petit peu évolué parce que il va falloir identifier, indiquer le numéro de TVA lorsque vous rentrez la déclaration de placement, donc en régime 0,1, quel que soit pour une marchandise tierce, communautaire ou qui vient d'un pays de l'Andorre ou bien de Turquie. Donc, je rappelle ici, ce n'est pas parce qu'on a un IM que les droits de douane sont suspendus.
En général, les droits de douane, réglementairement parlant, les droits de douane sont liquidés sur une déclaration de entrée de placement en régime fiscal suspensif. Donc, pour l'appurement de ce régime côté douane, dépôt d'une déclaration de type IMCOEU. On n'aura plus à mettre ces mentions FR. Donc, le régime sera toujours du 4007 ou du 4907. Les opérations d'appurement de RFS ne font pas l'objet d'un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Au même titre que les opérations non taxables, vous aurez à reporter vos opérateurs tous les montants des opérations d'appurement sur la partie de la déclaration de chiffre d'affaires, manuellement. Donc, je vous ai mis ici les cases qui sont pour une déclaration en sortie de RFS 4907. Vous voyez bien que vous avez le code document 1008. Pour autant, vous n'avez pas dans le statut à TVA. Ça veut dire que l'autoliquidation n'a pas été effective. En tous les cas, il n'y aura pas de pré-remplissage avec ce type de déclaration de votre CA3. Donc, à chaque fois que c'est une déclaration douane que vous n'avez pas ATV, vous saurez qu'il va falloir compléter votre déclaration de chiffre d'affaires des éléments figurant dans cette déclaration en douane. Je crois que le mot déclaration, j'espère que ne vous porte pas confusion parce qu'entre déclaration en douane et déclaration de chiffre d'affaires, voilà. Donc, un pré-remplissage de la déclaration de TVA avec des données douanières. Donc, je vous ai montré pratiquement toutes les opérations taxables, hormis le régime des RFS. Les données qui sont issues de ces déclarations-là, qui sont établies dans les systèmes de dédouanement, sont renvoyées vers la plateforme, vers votre déclaration de chiffre d'affaires sur votre site des impôts. Les données sont communiquées le 14 du mois, M+1, c'est-à-dire que pour les importations qui ont eu lieu en janvier, à titre d'exemple, la douane doit mettre à votre disposition sur un site qui sera dédié ces différentes informations au 14 février. Donc, sont concernées les déclarations qui ont obtenu leur bon à enlever sur le mois de référence, c'est-à-dire qui ont eu bon à enlever en janvier. Pour les déclarations simplifiées en 2 temps, c'est la régularisation avant le 14 du mois. C'est-à-dire que si la DCG a été validée avant le 14 du mois, généralement les DCG, je crois que pour le fret express, on a des DCG à 10 jours de globalisation, mais sur du Delta G, on a du DCG à 30 jours. Donc, vous n'aurez pas toutes les informations le 14 du mois pour une DCG qui est globalisée le 30. Donc, les rectifications également sont prises en compte uniquement si elles interviennent avant le 14 du mois. Passé ce délai, les modifications sont à faire par l'opérateur sur sa déclaration pré-remplie. Donc, pour aider les redevables à vérifier les informations pré-remplies, je vous ai dit que la douane va mettre à disposition un espace dédié sur le site gouv.fr qui sera accessible par un compte personnel créé sur ce portail. On n'a pas plus d'informations que ça. Normalement, ça doit être actif à côté du 14 février. Vous pourrez toujours aller sur le site Internet de la douane et puis si vous tapez autoliquidation, si c'est actif, vous aurez les informations qui vous aidera à y accéder. Et puis, vous savez que le pôle d'action économique et la cellule conseil aux entreprises sont à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. Et si on a les réponses, on vous les fournira. Donc, plusieurs sources documentaires pour vous permettre d'avancer dans cette généralisation et surtout dans cette réforme. Diverses notes aux opérateurs vous ont été adressées et j'ai eu des opérateurs qui nous ont dit on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a des informations qui nous parviennent. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de notes aux opérateurs. Ces notes aux opérateurs sont aussi accessibles sur le site Internet de la douane. Il y a aussi un document questions-réponses qui a été très bien fait et qui a été publié en décembre 2021 et qui a été adressé à l'ensemble des opérateurs. Et l'encart dédié à la généralisation de l'autoliquidation sur le portail. Donc, avec le lien que je vous ai mis, lorsque vous aurez accès à ce diaporama, vous pourrez voir et y accéder. J'espère que j'ai été assez claire, pas trop vite, mais en tous les cas, je vous remercie de votre attention.
Je reste à votre disposition une fois que M. Braciano aura présenté sa partie pour toutes les questions qui sont liées à la partie douane. Merci beaucoup. Merci, Madame Etinoff. Et puis, on va laisser la parole à M. Braciano de la DGFiP. Très bien. Pour apporter des précisions complémentaires. Alors, bonjour à tous et toutes. Et tout d'abord, quelques mots introductifs pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Dominique Braciano. J'ai en charge l'assiette et le recouvrement des professionnels à la Direction régionale des finances publiques de la Martinique. Alors, dans le cadre de ce webinaire, je serai également accompagné par David Bérigaud, donc, qui est en charge l'animation du réseau des SIE du département. Alors, je vais être, je dirais, très transparent. Je n'aurai pas le même niveau d'exigence et le niveau de qualité technique de Madame Etinoff. Pour la simple bonne raison, c'est que nous avons effectivement, depuis le 1er janvier 2022, donc, récupéré la gestion et le recouvrement donc, de la TVA à l'importation et que les formations sont en cours. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore véritablement, on ne s'est pas totalement approprié, je dirais, la réglementation en la matière. Donc, veuillez m'excuser, mon propos ou l'exposé que je vous ferai sera beaucoup plus un propos très général, mais je ne manquerai pas, dans quelques mois ou dans quelques semaines, une fois qu'on aura reçu l'information en interne, vous apporter les éléments utiles, d'autant que pour le moment, en termes déclaratifs, les prochaines déclarations afférentes donc, à la TVA à l'importation gérées par notre direction, ça sera au mois de février, donc ça sera en principe le 24 février. Donc, vous voyez, on n'a pour le moment pas de remontée de nos services. Donc, mes propos ce soir, ce sont véritablement des propos très généralistes. Alors, mon exposé s'articulera donc autour de 4 items. Madame Catherine, est-ce que vous avez l'exposé de M. Braciano? Alors, attendez. Je vous l'avais envoyé. Oui. Alors, à moins que je partage l'écran, peut-être. Oui. Vous avez la possibilité de le partager? Je vais voir ce que ça donne. Allez-y. Voilà, vous m'entendez? Oui. On vous entend. Oui, très très bien. Alors, effectivement, donc je disais que mon exposé s'articulera donc autour de 4 items. Tout d'abord, quelques propos liminaires quant à l'environnement législatif et à la population éligible à la TVA à l'importation. Puis j'aborderai donc le transfert de la TVA à l'importation, notamment dans ses modalités déclaratives, de son incidence sur le régime de TVA, puis du traitement de la régularisation TVA qu'a d'ailleurs évoqué donc Madame Etinoff, et des mesures fiscales d'assouplissement retenues en la matière. J'ouvrirai ensuite en seconde partie le transfert des régimes fiscaux suspensifs, précisément les modalités d'ouverture et de fermeture des régimes fiscaux suspensifs, ainsi que les obligations associées auxquelles sont tenus les importateurs. Et je conclurai enfin, très rapidement, sur les campagnes de communication réalisées par la Direction générale des finances publiques, ainsi que les mesures d'accompagnement auprès des importateurs. Alors, tout d'abord, quelques propos liminaires relatifs effectivement à l'environnement législatif. Alors, comme le disait effectivement Madame Etinoff, le transfert et la gestion du recouvrement de la TVA à l'importation et des régimes fiscaux suspensifs à compter du 1er janvier 2022 de la direction des douanes vers la DGFiP est prévu effectivement par la loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019. Alors, schématiquement, ce transfert a vocation à simplifier les démarches des entreprises, notamment en leur permettant de collecter et de déduire simultanément la TVA à l'importation, et ce, sans avance de trésorerie, précisément notamment pour les assujettis redevables. La TVA applicable aux importations sera donc déclarée sur la déclaration TVA auprès de la Direction générale des finances publiques et non plus lors des opérations de dédouanement auprès de la Direction des douanes. Alors, cette modalité déclarative interviendra de manière obligatoire et automatique sans autorisation préalable de l'administration. Qu'en est-il effectivement de la population éligible? Eh bien, le mécanisme d'autoliquidation de la TVA à l'importation sur la déclaration TVA est désormais obligatoire et concerne
tous les assujettis et les non-assujettis qui disposent d'un numéro de TVA intracommunautaire. Alors, sachez également que la TVA d'importation reste en revanche recouvrée par la direction des douanes lorsque notamment le redevable est un particulier ou un organisme non identifié à la TVA en France. Alors, venons-en au transfert de la TVA à l'importation. Donc, c'est le slide suivant. Alors, effectivement, comme je l'ai indiqué en introduction, à compter du 1er janvier 2022, la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation seront effectués directement à l'appui de la déclaration de TVA en lieu et place de la déclaration en douane. L'autorisation préalable d'auto-liquidation de la TVA à l'importation n'est par conséquent plus nécessaire. Alors, quelles sont à ce titre les modalités déclaratives? Tout d'abord, le pré-remplissage des bases d'imposition et des montants de la TVA à l'importation exigibles est effectué à partir des données figurant sur les déclarations en douane transmises par la direction des douanes à la Direction générale des finances publiques. Alors, sachez que ce pré-remplissage, en termes de calendrier, s'opérera progressivement. Tout d'abord, en 2022, il ne concernera strictement que les importations taxées. En 2023, il sera élargi aux importations non taxées ainsi que les régimes fiscaux suspensifs. Par ailleurs, les données pré-remplies seront affichées le 14 du mois suivant, comme le disait Mme Kinoff, en N+1, suivant donc l'exigibilité de la taxe. Alors, sachez par ailleurs que la responsabilité de la déclaration demeure celle du déclarant. Il lui appartient par conséquent de la compléter des données ne bénéficiant pas du remplissage, du pré-remplissage, et de la modifier si besoin. Alors, deuxième élément, alors, quelles seront en ce cas les mesures d'accompagnement pour faciliter, je dirais, la validation des données par l'importateur? Alors, tout d'abord, en termes de date limite de dépôt des déclarations, celle-ci sera alignée pour tous les importateurs au 24 du mois qui suit l'exigibilité de la taxe. En outre, l'accès pour les importateurs sera facilité, pardonnez-moi si je reviens, mais Mme Elkinoff effectivement l'avait expliqué, à partir effectivement du site douane.gouv.fr et notamment par la création d'un compte personnel créé à partir de ce portail. Ce portail, sécurisé bien évidemment, mettra donc à la disposition des importateurs un tableau qui reprendra les principales informations issues de leur déclaration en douane et permettant dès lors d'avoir le détail du montant qui a été pré-rempli. Donc, ils pourront en quelque sorte corroborer à la fois les éléments qui figurent sur la déclaration en CA3 et celles qui figurent effectivement sur cet espace sécurisé les concernant. Pour les accompagner effectivement dans ces modalités, une notice explicative à destination des redevables sera également publiée sur le site impôt.gouv.fr. Alors, de manière générale, les redevables, quel que soit leur lieu d'établissement ou le régime d'imposition, devront se rapprocher de leur service des impôts des entreprises afin de disposer de l'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire français et, le cas échéant, de l'option pour le régime réel normal d'imposition. Alors, effectivement, en ce sens, quelles sont effectivement les incidences de la TVA à l'importation sur les régimes de taxe sur la valeur ajoutée? Tout d'abord, s'agissant des entreprises soumises au régime réel normal de TVA, ces entreprises sont globalement dans le champ d'application de la TVA à l'importation. Elles devront simplement déposer une déclaration de TVA selon la périodicité dont elles relèvent, mensuelle ou trimestrielle. Celles qui, en revanche, sont soumises au régime réel simplifié d'imposition sont en l'état exclues du dispositif de la TVA à l'importation. Ainsi, si elles envisagent de réaliser effectivement des importations,
elles devront se rapprocher directement de leur SIE afin d'être placées sous le régime réel d'imposition. Alors, quant aux entreprises qui relèveraient du régime de la franchise en base, donc article 293b du Code général des impôts, voire non imposables, eh bien, ces entreprises devront préalablement à toute opération d'importation demander à leur SIE, service des impôts des entreprises, l'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire français qu'elles communiqueront ensuite à la direction des douanes lors de leur formalité de l'importation. Sachez que cet identifiant est désormais une donnée obligatoire lors des opérations de dédouanement effectuées auprès de la direction des douanes. D'ailleurs, les entreprises concernées devront par conséquent déclarer la TVA afférente à ces opérations sur la déclaration TVA qu'on appelle CA3, et ce, au titre du mois où la TVA à l'importation est devenue exigible. Alors pour cela, donc pour ces entreprises qui sont à la fois en régime de la franchise en base, voire non imposable, elles devront à cet égard disposer donc d'un espace professionnel donc à partir du site impôts.gouv.fr avec les services déclarés et payés à la TVA. J'en terminerai sur ce volet, notamment sur les entreprises importatrices étrangères non immatriculées en France. Ces entreprises particulièrement devront être immatriculées en France et disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire, alors en fonction de leur localisation, soit le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents, voire les services des impôts des entreprises territoriaux, pourront être amenés à immatriculer ces sociétés et les identifier donc, à la TVA dans les meilleurs délais. Alors, dernier point, petit c, la régularisation TVA. Qu'est-ce que cela recouvre? Alors, toutes les régularisations TVA doivent donner lieu à une rectification ou, le cas échéant, à l'invalidation ou au dépôt d'une nouvelle déclaration en douane. Par suite, les redevables effectuent leur régularisation TVA au titre des opérations d'importation sur leur déclaration TVA dans les mêmes conditions que pour les autres opérations imposables. Alors, soit par le dépôt d'une déclaration TVA rectificative, et qui portera sur la période des importations corrigées, ce qui donc annulera et remplacera donc la déclaration de TVA initialement déposée, soit lorsque c'est autorisé en opérant tout simplement les régularisations sur la déclaration de la TVA du mois ou du trimestre en cours. Alors, de ce point de vue, quelles seront donc les mesures fiscales d'assouplissement au regard effectivement de ces régularisations? Alors, il faut bien comprendre que selon la réglementation fiscale en vigueur, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration TVA entraîne en principe l'application d'une amende égale à 5% de la somme déductible. Toutefois, ce sont des mesures de tolérance. Pour l'entrée en vigueur de la réforme en 2022, des mesures de tolérance quant à l'application de ces sanctions vis-à-vis des entreprises seront mises en place. En effet, la sanction proprement dite ne sera pas applicable en 2022 si l'entreprise procède de façon ponctuelle à une régularisation des montants de la TVA à l'importation déclarés pour une période donnée. Alors, pour satisfaire, c'est important, à ces mesures de tolérance, la régularisation qui devra être opérée doit intervenir au plus tard dans les 2 mois suivant l'exigibilité de la taxe pour les redevables déposant des déclarations mensuelles et le trimestre suivant pour les redevables déposant des déclarations trimestrielles. Par ailleurs, il est important que l'erreur doit être commise de bonne foi. Enfin, la déclaration doit être accompagnée du paiement intégral des droits lorsque la déclaration est débitrice. Voilà ce qui un petit peu synthétise le transfert de la TVA à l'importation qui sera pris en charge donc par la Direction générale des finances publiques.
Venons-en donc au trans. Alors là, je vous ai mis effectivement à votre disposition, c'est pour votre information personnelle, les modalités de pré-remplissage donc de la déclaration. Bonjour, c'est possible d'avoir l'enregistrement des sportifs dans la mesure du possible. Oui, tout à fait, au stade. Oui, tout à fait. Donc ça sera à la disposition des personnes participant donc à ce webinaire. Alors effectivement, donc j'ai mis à votre disposition cette déclaration CA3TI, qui est à jour d'ailleurs au 1er janvier 2022 et qui inclut, alors excusez-moi, c'est peut-être petit, mais peut-être en grossissement, je pense pas, je n'ai pas la main, donc il me sera difficile. Mais vous verrez qu'il y a deux blocs. Il y a à la fois un bloc A et un bloc B. Le bloc A porte notamment sur le montant des opérations réalisées et le bloc B porte spécifiquement sur le décompte de la TVA à payer. Et fort effectivement des transferts de données chiffrées qui sont réalisés entre les douanes et la DGFiP, ces informations sur la déclaration CA3 seront pré-remplies des informations chiffrées. Il appartiendra simplement donc au redevable de s'assurer que les informations chiffrées, aussi bien dans ce bloc A que ce bloc B, sont en corrélation avec les informations qu'il aura pu extraire du tableau porté sur le portail donc des douanes. Voilà, donc c'était à titre informatif comment effectivement va être mise à jour ces déclarations CA3, CA4 et qui porteront sur les toutes premières, celles du mois de janvier, ces informations relatives aux importations. Alors comme je l'indiquais, selon le calendrier, ce pré-remplissage ne visera que la TVA à l'importation pour les entreprises effectivement qui en sont redevables. Pour ce qui concerne effectivement le régime fraîchise en base ainsi que pour les régimes suspensifs, ça ne se fera qu'à partir de 2023. Alors venons-en bien évidemment donc au deuxième chapitre, le transfert des régimes fiscaux suspensifs, désormais transférés donc à la Direction générale des finances publiques. Alors, parallèlement donc à la TVA à l'importation, la gestion et le recouvrement des régimes fiscaux suspensifs sont également transférés à la Direction générale des finances publiques à compter du 1er janvier 2022. Alors, ce régime, effectivement, permet de placer en suspension de TVA certaines opérations tant que la marchandise n'est pas mise à la consommation. Alors, quelles sont les règles s'agissant du fonctionnement du régime fiscal suspensif? Tout d'abord, quelles sont les modalités d'ouverture du régime fiscal suspensif? Alors, l'entreprise qui souhaite avoir recours à l'utilisation d'un régime fiscal suspensif devra porter cette demande auprès des SIE en formulant donc une demande expresse, sachant que par principe, les entreprises sont autorisées tacitement à bénéficier de ce dispositif, et ce, sans réponse dans le mois par le SIE. Elles peuvent également, par exception, demander une autorisation qui sera délivrée par le SIE, et notamment pour les entreprises dont l'activité a été créée depuis moins de 2 ans. Alors, toutes les demandes d'ouverture d'un régime fiscal suspensif sont effectuées via la messagerie sécurisée du redevable et doit contenir un certain nombre d'éléments que je vais vous citer. Tout d'abord, l'identité du gestionnaire, si elle est différente de celle du demandeur, l'indication de la fonction sollicitée, à cet égard, le redevable peut cocher une ou plusieurs fonctions, adresse et lieu de stockage et ou de transformation, désignation des biens qui ne sont pas placés sous le régime fiscal suspensif dans l'entrepôt, description des biens placés sous le régime fiscal suspensif, description bien évidemment des opérations envisagées, quelles sont les manipulations usuelles, des informations complémentaires qui peuvent être portées par le demandeur à la connaissance donc, des services des impôts des entreprises, et enfin, pour le régime fiscal suspensif dit de perfectionnement, il y aura nécessité de porter à la connaissance de l'administration la désignation commerciale des produits et le taux de rendement. Alors, sachez que sur ce sujet, aucune pièce justificative n'est demandée. Pour autant, le demandeur aura toutefois la possibilité, je dirais, de produire auprès de l'administration ces documents
dans le cadre de contrôles extérieurs. Alors, la validation de la demande d'autorisation de régime fiscal suspensif est conditionnée au respect des obligations déclaratives et de paiement de l'entreprise au regard de l'ensemble de ses impôts et taxes dus et dont elle est redevable. Alors, sachez que l'autorisation, après contrôle, est délivrée pour une durée illimitée. Alors, quelles sont, cette fois, les modalités de fermeture du régime fiscal suspensif? La fermeture du régime fiscal suspensif peut être prononcée soit à la demande du titulaire de l'autorisation, à cet égard ou à ce titre, elle doit être demandée 2 mois avant la date souhaitée de fermeture, soit cette demande de fermeture est faite à l'initiative donc de l'administration en cas d'inactivité du régime ou en cas de non-respect des règles de fonctionnement et des obligations qui sont liées au dit régime à la suite d'un contrôle. Alors sachez que la déclaration et le paiement de la taxe due lors de la sortie d'un régime fiscal suspensif seront effectués directement sur la déclaration de TVA et non plus sur les déclarations en douane. Par ailleurs, les bases taxables et non taxables de TVA et qui seront dues en sortie de régime seront à déclarer sur la déclaration TVA. Et je rappelle qu'il s'agit de données non pré-remplies. Donc, il y aura nécessité pour le redevable d'indiquer sur sa déclaration CA3 les bases imposables qui donc nécessiteront donc une taxation de ces opérations. Alors, sur le plan pratique, un formulaire dédié au fonctionnement du régime fiscal suspensif est disponible sur l'espace professionnel en ligne pour permettre notamment à l'entreprise de bénéficier du dispositif selon d'ailleurs plusieurs modalités, soit dans le cadre d'une autorisation tacite, soit dans le cadre d'une autorisation simple, soit dans le cadre d'une modification, soit éventuellement dans le cadre d'une fermeture du régime fiscal suspensif. Au-delà, effectivement, de toutes ces modalités de fonctionnement, quelles sont les obligations des entreprises en la matière? Je l'avais dit un petit peu en préambule, l'entreprise est soumise au respect de certaines obligations pour bénéficier de la suspension du paiement de la TVA. En effet, le titulaire de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif devra tenir un registre des stocks et des mouvements des biens et un registre des opérations au lieu de situation des biens. Alors, il peut également décider de regrouper les informations contenues dans le registre des stocks et des opérations dans une comptabilité matière. Il devra, en outre, être en possession des doubles des factures et des pièces justificatives. Bien évidemment, ces documents seront tenus à la disposition de l'administration fiscale sur sa demande. Voilà, donc, dernier point. Donc, les campagnes de communication et d'accompagnement des importateurs. Alors, pour votre information, sachez que des campagnes de communication ont été réalisées au mois de mai, en octobre et en novembre 2021. Des courriels d'information relatifs à la réforme ont également été adressés par la Direction générale des finances publiques aux opérateurs redevables de la TVA à l'importation, ainsi qu'aux opérateurs de biens, ce qu'on appelle en fait la transmission de mass mail. Par ailleurs, il y a également des éléments d'information qui sont mis à la disposition sur impôts.gouv.fr et notamment, il existe une fiche générale à laquelle est adossée la notice qui sera dédiée à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et écoutez, j'attends éventuellement vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop dense. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Braciano. Je pense que tous ceux qui sont présents ont pu être témoins de votre clarté, de votre précision dans vos propos. C'est une nouvelle loi concernant les déclarations de TVA. Je pense qu'on ne pouvait pas être aussi clair. D'ailleurs, pour preuve, nous n'avons quasiment pas de questions, voire pas du tout de questions à ce sujet. Donc, ça veut dire que
aussi bien l'intervention de Madame Etinov que la vôtre ont été tout à fait claires. En tout cas, comme une nouvelle n'arrive pas seule, nous vous informons que le 24 février, nous aurons un autre flash douane sur la nouvelle loi sur l'octroi de mer. Donc, on n'a pas voulu faire un en deux. Nous avons séparé parce que ça fait beaucoup d'informations à intégrer. Donc, rendez-vous en tout cas le 24 février. Et puis, restez connectés sur les sites des douanes, sur les sites impôts.gouv.fr pour vous mettre au courant de toutes ces procédures. N'hésitez pas également à solliciter nos intervenants pour toute précision, pour toute difficulté que vous auriez rencontrées dans vos démarches. Ils sont à votre disposition. Nous travaillons régulièrement avec le pôle action économique des douanes et donc ils reçoivent les entreprises, ils sont à l'écoute des entreprises. Et bien sûr, je suppose que le SIE et la DGFIP également. Donc voilà, ce sont des partenaires précieux. Et là, on voudrait savoir. Alors, il y a des questions. Oui, s'il y a des questions, est-ce que vous pourriez lever la main? Comme ça, on va désactiver le micro et on va vous donner la parole. Oui, pour ceux qui n'auraient pas mis. Ah ben voilà, ça y est. Oui. Allez-y. En fait, vous avez parlé, Monsieur Braciano, de comptabilité matière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, la comptabilité matière, c'est en fait parfaitement identifier la marchandise, son volume, sa quantité et son prix. Vous voyez, dans la mesure où, dans le cas de sortie de cette marchandise du régime fiscal suspensif, il est important que lorsqu'on va asseoir la base imposable, que l'on sache exactement quel est le volume effectivement de marchandises sorties de ce régime suspensif, donc son volume, sa quantité et le prix. Voilà. Donc la comptabilité matière répond à cette exigence. Vous voyez. Alors, je dirais que ça ressort un petit peu, la comptabilité matière, des règles qui ressortent notamment de ce qu'on appelle de l'article L123-12 du Code de commerce. Notamment, c'est les obligations d'un commerçant, à savoir qu'il va tenir une comptabilité. Et parmi ces comptabilités, les comptabilités annexes, il y a parfois, et c'est le cas en ce moment, la comptabilité matière. Je répète, la comptabilité matière, c'est une comptabilité exhaustive qui identifie la matière, son volume, sa quantité et le prix. Et donc, l'entreprise qui gère cette comptabilité matière saura très précisément, par l'identité de cette marchandise, quelle est celle qui est effectivement sortie. Et donc, à l'appui de cette comptabilité matière, on pourra attester que les montants qui sont portés sur la déclaration CA3, CA4, en régime suspensif, et donc qui va rendre éligible la taxe due, est attesté par ce document. D'accord, c'est comme une gestion de stock en fait. Tout à fait, exactement. Tout à fait. D'accord, merci. Voilà. Alors, Madame, j'ai une question de Madame Noroy qui demande, qui se pose la question de savoir si un dentiste a besoin d'un numéro intracommunautaire dans la mesure où il relève du code G008. Un dentiste qui importe évidemment des produits. Est-ce que vous avez entendu la question? Oui, alors qui répond? Alors ça c'est question des douanes, non? Alors non, en fait, on est dans le format. Non, c'est le numéro de TVA Alors, intracommunautaire. Voilà. Donc, effectivement. Alors, un dentiste, par nature, réalise des opérations non imposables. Donc, il est en principe hors champ. Donc, il serait non assujetti. Alors, la question, c'est le produit qu'il acquiert, il l'acquiert auprès de qui? Est-ce que c'est auprès d'un vendeur? Alors, est-ce que c'est, si dans le cadre d'une TVA intracommunautaire, est-ce que le vendeur est dans un État membre de la communauté européenne et qui ne dispose pas d'un régime en franchise qui ne permettrait pas. Donc, voilà, il y a des questions assez subtiles. C'est-à-dire que, a priori, ce dentiste est assimilé en quelque sorte comme un particulier, c'est-à-dire non assujetti, non identifié. La question, c'est que le produit qu'il va acquérir, il ne pourra pas, je dirais, sans prévaloir au niveau là, il devra de toute façon acquitter la TVA d'une manière ou d'une autre. La question, soit il le fait sur une déclaration CA3, soit auprès des douanes. De mon point de vue, dans la mesure où le produit qu'il va acquérir va participer à des opérations non imposables, de mon point de vue, il n'y a pas lieu d'être identifié comme tel, donc formalité à exercer auprès des douanes. Donc il échappe, il se comporte comme un particulier.
En tout cas, c'est mon analyse. Hein. Mhm. Mais il dépose une CA3, non, normalement, lui. Alors, de mon point de vue, il n'aurait pas à déposer de déclaration CA3, CA4 pour la simple raison, c'est qu'il est assimilé, ce dentiste, à un non-assujetti non identifié. Il est déjà non identifié. Est-ce que sur cette opération spécifique d'acquisition de matériel, il doit faire une formalité? Et pour moi, oui, il y aura une formalité en douane, mais il va se comporter comme un particulier. Pour la simple bonne raison, c'est que le produit qu'il va acquérir va participer à des opérations non imposables. Et de ce point de vue, il n'aura qu'à effectuer les opérations de dédouanement, payer sa TVA, ni plus ni moins. Puisqu'il ne pourra pas, de toute façon, dans les mécanismes de TVA, la déduire sur une déclaration TVA, puisqu'il en est exonéré. Enfin, il est hors champ. Je le répète, c'est mon analyse du moment. Donc, peut-être qu'il y aura lieu de le faire remonter directement près de la centrale, parce que, je le répète, j'avais dit en introduction, nous n'avons pas encore reçu une formation en interne sur véritablement les caractéristiques de la TVA à l'importation, qui est véritablement un sujet, je dirais, assez technique. Hein. Et je pense qu'on aura une meilleure appréciation du sujet, je pense ici le mois d'avril, enfin le mois de mars, depuis après le mois d'avril. Pour l'instant, c'est vrai que moi, j'ai quelques connaissances générales sur les principes qui organisent un petit peu les mécanismes de droit de déduction et d'imposition. Mais s'agissant d'un dentiste, on sait que par nature, ils sont hors champ. Donc, dès lors qu'ils sont hors champ, indépendamment de toutes les opérations d'acquisition qu'ils vont réaliser, ils ne participeront pas à des opérations imposables, donc ils ne pourront pas la déduire sur une déclaration TVA régulière. Donc, ils pourront se comporter que comme un particulier et donc la payer directement en douane. Voilà, c'est l'analyse. Alors, peut-être que d'autres ont une analyse différente, je ne sais pas. Je crois que toute la difficulté sur cette réforme, c'est d'identifier s'il est identifié à la TVA ou pas. Voilà, tout à fait. C'est toute la difficulté ici. Pour certains opérateurs, c'est simple, mais pour d'autres, ça l'est moins en tous les cas. Voilà, tout à fait. Alors, ce cas qu'on évoque pour les dentistes, on peut l'évoquer également pour les administrations, vous voyez, qui par principe, c'est les services administratifs qui sont non imposables et qui, admettons, feraient l'acquisition d'un bien de manière répétée. Est-ce que pour autant, ces administrations, pour un certain nombre d'entre elles, devront effectivement effectuer des formalités déclaratives auprès des SIE? Oui, la question est posée. Dans certaines circonstances, peut-être que oui, dans d'autres, pas du tout. Donc, pour l'instant, la question n'est pas tranchée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un petit peu en peine d'apporter des éléments de réponse. Alors, peut-être qu'il y a M. Berrigot, hein, je vois qu'il y a quelques réponses, qui pourraient peut-être intervenir. Ça. Excuse-moi, Dominique, je n'ai pas entendu, je parlais à Marcel à ce moment-là. Ah, d'accord, très bien. OK. Voilà. Oui, nous posons la question notamment sur les administrations ou ces situations d'un dentiste qui ferait donc l'acquisition d'un matériel, dentiste hors champ. Ouais. Donc, à mon avis, c'est pareil. Je suis dans la même réflexion que toi. Il n'y a aucune raison d'accorder un numéro d'identification, sachant qu'il est vraiment hors champ de la TVA. Voilà. Donc, c'est plus comme un comportement d'un particulier. Il devra s'acquitter de la TVA auprès de la douane. Au même titre que les administrations d'État dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce la même analyse pour ceux qui sont en franchise en base, parce qu'ils ne déposent pas de déclaration de TVA aussi? Ah non, la franchise en base, ce sont des personnes. Ils sont dans le champ, mais ils ont. Ils sont dans le champ, voilà, mais qui ont un seuil de chiffre d'affaires. En franchise en base, et donc ils vont avoir un numéro d'identification à la TVA. Et la particularité, ça sera qu'ils vont faire une déclaration à l'acquisition. Donc, ça sera ponctuel. Ponctuel, d'accord. Alors, il y a un numéro concernant une question. Pour bon nombre de numéros de TVA existants, il y a un retour du site VIS que ces numéros ne sont pas valides pour les déclarations douane à l'import. Normal. Voilà. Oui, on connaît le sujet, c'est-à-dire que ce sont des numéros qui sont attribués automatiquement par notre système informatique à la DGFiP. Et la plupart, parce que jusqu'au 6 juin de 2021, on était dans un régime quand même dérogatoire, d'accord, au niveau du numéro d'identification à la TVA. Donc, tous ces numéros qui ont été créés ne sont pas actifs pour la plupart. Il faut donc prendre contact avec le SIE qui a la possibilité de l'activer. Ok, c'est entendu. Il y a toujours une question sur
sur le cas du dentiste ou affilié, et dit que certains fournisseurs demandent tout de même le numéro de TVA intracommunautaire. Faut-il fournir le numéro commençant par G de 008? Non, lorsque l'opérateur, si le dentiste achète à un fournisseur qui est situé dans l'Union européenne ou en France, on n'a pas besoin de numéro de TVA intracommunautaire. C'est pour ça que je l'ai dit lors de la présentation en disant qu'il y a peut-être une petite confusion parce que le numéro de TVA intracommunautaire est nécessaire pour les 27 pays, pour les échanges dans les 27 pays de l'Union. Nous sommes territoire fiscal au titre de l'article 294, je crois, du Code général des impôts. Et donc, les échanges se font sur la base d'une déclaration d'exportation au départ de France et d'une déclaration d'importation à la Martinique. Donc, on n'a pas besoin de numéro de TVA intracommunautaire pour recevoir une marchandise ici, en tous les cas. Alors, c'est vrai, Madame Etinoff, que nous, à la Chambre, on est confronté à ce cas où les entreprises nous disent « Oui, mais mon fournisseur insiste, il veut absolument un numéro. » Donc, comment cet entrepreneur peut justifier auprès de son fournisseur que, justement, on est territoire exportation et qu'il ne faut pas un numéro intracommunautaire? Lorsque j'ai ce cas de figure, je renvoie l'article des impôts à l'opérateur qui le transmet à son fournisseur. Et généralement, je n'ai pas de retour négatif. D'accord. Et c'est quel article, s'il vous plaît? 294.2, je crois, c'est ça? De mémoire, je ne sais plus, j'ai un gros trou. Oui, c'est ça, 294-2, vous l'avez donné au début. Madame Etinoff n'a jamais de trou. Vous avez vu, elle est tombée juste. 294.2. Voilà, elle est tombée juste. Du Code général des impôts. Alors, autre question, un assujetti en réel simplifié doit continuer à payer sa TVA à la douane, faute d'option au régime réel normal mensuel ou trimestriel. Et cela même s'il dispose d'un numéro de TVA intracommunautaire. Alors, il devra systématiquement passer au réel normal. Ça, c'est une des conditions majeures. Dès lors qu'il poursuivra sur 2022 des opérations d'importation, c'est la condition sine qua non. Il devra systématiquement, indépendamment qu'il dispose d'un numéro de TVA intra, il devra opter, donc il sera invité fortement par le SIE à opter. D'accord. Au réel normal. Alors, autre question, l'assujettissement au RSI doit opter. Ah ben oui, non, c'est déjà la réponse. Pardon. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y en a qui veulent les poser directement. Ou là, tout est clair. Vous avez intégré les réponses des uns et des autres. En tout cas, je pense qu'on va clôturer ce flash douane en vous remerciant nos intervenants. Donc, Monsieur Santenac, Madame Etinoff, Madame Oswald, Monsieur Braciano, Monsieur Bérigaud. En tout cas, merci pour ce partenariat. Merci. Merci aux participants d'avoir été nombreux. Vous avez été nous avons enregistré 109 connexions. Donc, le sujet était vraiment utile. Alors, j'ai Monsieur Florentini qui a une question. Monsieur Florentini, vous pouvez désactiver le micro et poser la question avant que l'on ne se quitte. Activer. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tout le monde. J'ai posé ma question via le chat et j'ai eu la réponse de M. Bérigaud, merci, concernant les incoterms, les votes en DDP. Et j'ai cru comprendre en lisant sa réponse qu'on aura un retour de l'administration centrale dans un certain délai que je ne maîtrise pas. Dans un certain temps. Voilà. Un certain temps. Ma question est de savoir qu'en attendant, il y a des importations et que nous optons pour le renseignement du numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez des éléments pour nous indiquer si on va dans le bon sens ou pas du tout, ou alors il faut simplement attendre? Ah, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Bon. Ouais. Non, parce qu'on ne va pas engager l'administration sur des éléments qu'on ne maîtrise pas. J'ai compris.
j'ai compris. Quelle est l'incidence si on se trompe à ce niveau-là? C'est simplement ce qu'a indiqué Mme Etinoff ou M. Bracciano, je ne sais plus, concernant. C'est quand même la mesure de tolérance qui prédomine. Voilà, exactement. D'accord. OK. Je dirais que, oui, de manière générale, la Direction générale des finances publiques a bien compris que ça sera un petit peu embryonnaire ce premier trimestre 2022, avec la mise en place et le transfert de cette TVA à l'importation, et que ça va certainement générer quelques erreurs. Donc, il y aura une tolérance qui sera bien évidemment appliquée. Mais comme je l'indiquais, il faudra bien évidemment que l'entreprise ait commis ces éléments de bonne foi et qu'elle produise des documents complémentaires. D'accord. Excusez-moi. Donc voilà, excusez-moi. Donc, il y a eu un peu de prématuré au bureau. Voilà. Non, il y a pas de souci. Merci. Voilà. Je suis désolé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en fait, oui, tolérance, oui. OK. Voilà. Alors voilà, je crois qu'on a terminé, on a fait le tour des questions. En tout cas, je vous remercie tous. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à très bientôt, le 24 février, pour un nouveau Flash Douane sur la nouvelle loi sur l'octroi de mer. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. L'esprit gagnant. CCI Martinique.